En 1900, la ville de Tianjin en Chine a-t-elle été un laboratoire oublié de la mondialisation? Réponse tout de suite dans le grand angle du 64 minutes. Et on en parle avec Pierre Singaravelou. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes historien, spécialiste des empires coloniaux et de la mondialisation, professeur à la Sorbonne aussi. Vous publiez un livre passionnant, Tianjin Cosmopolis, une autre histoire de la mondialisation. C'est aux éditions du Seuil dans la collection L'Univers historique. Pourquoi un livre consacré à cette ville de Tianjin? Alors certes, c'est une ville importante. J'ai vu aujourd'hui que c'était l'agglomération de Tianjin, c'était 15 millions d'habitants, mais c'est une ville oubliée en Occident. Oui, c'est une ville qui est méconnue, voire inconnue en France. Pourtant, vous l'avez dit, elle réunit plus de 15 millions d'habitants. Il se trouve qu'en fait, c'était sans doute la ville la plus importante de l'Empire du Milieu, de la Chine, à la fin du 19e siècle, avec Pékin, naturellement, la capitale impériale. Et c'est une ville qui, à l'époque, autour des années 1900, faisait la une des journaux français, c'est-à-dire du Petit Parisien, du Petit Journal, parce qu'au fond, tout le monde s'intéressait, le monde entier s'intéressait à Tianjin. Tianjin, c'était la ville qui protégeait Pékin des invasions en provenance de la mer. C'est un port qui est à l'est de Pékin. À l'est de Pékin. À 150 km. À 150 km au bord du golfe de Bohai. On est au nord-est On envoie des images d'aujourd'hui, la ville a bien changé. De la Chine. Et c'est une ville qui attire donc à partir des années 1860, à partir de la Seconde Guerre de l'opium, de très nombreux commerçants, des missionnaires, des militaires, des aventuriers qui vont s'installer dans cette ville, qui vont pour certains fonder des concessions étrangères. J'allais dire, elle s'inscrit dans ce qui nous reste dans notre inconscient collectif. On parle souvent de ces concessions étrangères en Chine, et Tianjin était une de ces villes. Parce qu'on a tous lu Tintin et le Lotus Bleu, publié par Hergé au début des années 1930. Sauf qu'à Shanghai, il n'y a seulement que 2 concessions étrangères. À Tianjin, elles seront 9 juste après 1900. Donc le monde entier, là encore, s'y retrouve, toutes les grandes puissances. Alors il y a des Américains, des Français, des Allemands, des Austro-Hongrois, des Italiens, des Belges, des Japonais, des Russes, des Français, bien entendu. Donc c'est vraiment la ville cosmopolite. La ville cosmopolite, oui, et c'est une ville d'autant plus cosmopolite que les Mandchous, qui sont au pouvoir en Chine depuis le XVIIe siècle, ont décidé, à partir des années 1860, de délocaliser le ministère des Affaires étrangères à Tianjin pour sauvegarder, pour préserver l'empereur, qui veut absolument sauver la face. Et donc c'est à Tianjin, dans les concessions étrangères, et notamment dans la concession britannique, qu'ont lieu les négociations avec les puissances étrangères. Alors ils ne sont pas très nombreux, les étrangers, ils sont quelques centaines en fait. Ils sont, disons, 1 millier jusqu'en 1900, dans ces concessions étrangères et un petit peu dans la ville de Tianjin. Et puis tout d'un coup, avec la révolte des boxeurs, la guerre des boxeurs... Juste avant de parler des boxeurs, il y avait quelqu'un de très célèbre, il y a Paul Claudel. Paul Claudel qui a été en fait consul de la concession française à Tianjin. Paul Claudel, en effet, a été consul de Tianjin et en même temps responsable de cette concession et de la mairie, de la municipalité de Tianjin pendant plusieurs années, à partir de 1904. Et Claudel, ce qui est assez étonnant, c'est qu'au travers de sa correspondance, on se rend compte qu'il ne se plaît pas à Tianjin. Il n'aime pas cette ville. Et donc, il attend qu'une seule chose, c'est de la quitter. Contrairement à d'autres grandes personnalités qui sont passées par cette ville, comme Pierre Loti, qui est tombé amoureux de cette ville en 1900, précisément au lendemain de la guerre des boxeurs, ou encore le président Hoover, ou plutôt le futur président Hoover. Américain, puisque ce qu'on oublie bien souvent dans la biographie de ce futur président, c'est qu'il a fait fortune en tant qu'ingénieur des mines au service des Chinois en Chine, et c'est ce qui lui a permis de lancer sa carrière politique aux États-Unis. C'est quoi l'image qu'on voit là, par exemple? Alors là, ce sont des soldats chinois. Donc là, on est au moment précisément de la guerre des boxeurs. Il faut dire quelques mots peut-être. Oui, voilà. Alors justement, donc c'est le lieu en fait de cette révolte. Alors on dit boxeurs ou boxers, qui étaient en fait des révoltés chinois, et d'abord contre les colons occidentaux, enfin étrangers, mais pas seulement. Oui, parce que en fait, les boxeurs et les lanternes rouges, qui sont les jeunes filles, leurs homologues féminines entre 13 et 16 ans, qui vont jouer un rôle déterminant, ces jeunes femmes, à Tianjin, puisqu'elles vont prendre la ville au printemps 1900 et faire de Tianjin une véritable capitale révolutionnaire pendant quelques mois. Les boxeurs s'attaquent en fait principalement à la présence étrangère en Chine, donc aux étrangers, mais aussi aux Chinois convertis au christianisme.
Et bien sûr, Tianjin constitue, disons, le symbole de cette modernisation importée venue de l'étranger, de cette mondialisation avant la lettre. Et donc, ils s'attaquent prioritairement à cette ville qu'ils vont prendre. Ouais. Et cette prise de Tianjin va susciter, évidemment, une réaction très rapidement de la part des habitants étrangers dans les concessions qui sont installées à proximité de la ville et qui se sentent menacés par ces boxeurs. Et ils vont prendre la ville, les boxeurs, mais ils vont la perdre le 14 juillet 1900, une date symbolique. Il la perd le 14 juillet 1900. Alors, il la perd face à la coalition des grandes puissances alliées qui décident de réprimer les boxeurs. À l'époque, c'est ce qu'on appelle, vous savez, une intervention d'humanité. C'est le droit d'ingérence avant la lettre. Il y avait eu en 1827 l'intervention en Grèce, en 1860 en Syrie. Et là, les puissances européennes considèrent qu'il faut aller protéger les chrétiens de ces boxeurs. Est-ce qu'on peut parler pour autant de colonisation ? Alors, officiellement, il ne s'agit pas de colonisation puisque cette intervention dite d'humanité, c'est de l'humanitaire. À l'époque, on utilise le terme. Même l'empereur Napoléon III l'utilise explicitement en 1860 pour une autre région du monde. Ouais. Mais en réalité, il s'agit d'une véritable opération coloniale. Avec occupation militaire. Avec occupation militaire. Et puis, donc, chaque puissance, chacune de ces 8 grandes puissances va en profiter pour soit étendre sa concession étrangère, qui est une véritable micro-colonie sur place, soit fonder une concession étrangère. C'est le cas des Russes, c'est le cas des Austro-Hongrois. Et puis, ce qui va être intéressant, c'est qu'à l'occasion de cette victoire sur les boxeurs, les puissances alliées vont fonder le premier gouvernement international de l'époque contemporaine. Alors ça, c'est incroyable. Il y a une sorte de, j'allais dire, de société des nations ou d'ONU avant la lettre. C'est juste, c'est une SDN avant la lettre, 20 ans avant. Donc ces 8 puissances alliées, que font-elles au lendemain du 14 juillet, vous le disiez, de cette victoire? Alors victoire inattendue parce qu'en fait les Chinois résistaient très bien, on avait emporté quelques Et les Japonais interviennent. Batailles. Ce sont les Japonais qui tout seuls emportent la victoire décisive, alors que les 7 puissances, les 7 alliés les regardent prendre la ville tout seuls. Et donc finalement au lendemain, le surlendemain de cette victoire, aucun des pays étrangers présents n'a les moyens d'imposer l'hégémonie sur les 7 autres alliés. Et donc, à la faveur de cette situation, ils inventent une formule originale. Ils sont obligés d'inventer cette formule du pouvoir collégial, c'est-à-dire de ce gouvernement véritablement international, où chaque puissance va se partager les pouvoirs. Ils vont se répartir les grands ministères en fonction du soi-disant génie national de chaque pays. Par exemple, les Français auront le ministère de la Santé, les Allemands le ministère des Finances, les Américains le ministère de la Justice, etc. Déjà les finances. Voilà, il faut bien trouver quelque chose pour les Italiens, donc on les nomme responsables de la police fluviale. Bon. Et vous avez parlé du Japon, c'est intéressant parce qu'en fait aussi ce qui se passe à Tianjin dans cette période-là, vous le dites quelque part, c'est le rêve de modernité. Et ce rêve est incarné à l'époque par le Japon. Oui, contre toute attente, on est en 1900, c'est-à-dire c'est vraiment le grand moment des impérialismes, y compris européens. Et finalement, sur ce terrain chinois, ce ne sont pas les États-Unis, ce ne sont pas les Français ni les Britanniques, qui représentent à cette époque les 2 plus grands empires coloniaux au monde, qui illustrent la mission civilisatrice. Ce sont les Japonais qui vont précisément au moment de la prise de la ville protéger les populations civiles alors qu'elles sont allègrement massacrées par les autres soldats. Ce sont les Japonais qui vont protéger le patrimoine. Donc c'est pas du tout l'image du Japonais de 30 ans plus tard. Exactement. Cette brutalisation de l'armée japonaise va s'opérer quelques années plus tard, au fur et à mesure, jusque dans les années 1930. Et donc ces Japonais illustrent véritablement la civilisation, y compris aux yeux des populations chinoises. La mondialisation impériale, c'est le concept de la mondialisation impériale. C'est ça. Alors cette mondialisation impériale, c'est non seulement ce rôle joué par les Japonais qui est très important, mais aussi le rôle fondamental des élites locales, des élites chinoises, les fameux Shandong, ces notables qui vont participer activement à ce gouvernement colonial. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque, en fait, d'une certaine manière, la Chine est une grande puissance ? On l'a oublié. La Chine, les grandes puissances de cette époque-là, c'est les États-Unis, la Grande-Bretagne, enfin surtout la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France, l'Allemagne, mais on ne parle jamais de la Chine. La Chine, il faut le rappeler, vous avez raison, la Chine est la première puissance mondiale du point de vue économique, ce qui est un critère assez objectif. Jusqu'à l'extrême fin du XVIIIe siècle, elle représente 25% de l'économie mondiale. Et ensuite vient l'empire moghol, c'est-à-dire l'Inde, qui représente à elle deux, au fond, presque la moitié
moitié de l'économie mondiale. Et ça n'est qu'au fond, à partir du début du 19e siècle, que la Chine des Qing s'affaiblit. Pourquoi? Et précisément parce qu'elle s'appauvrit à l'occasion d'expéditions coloniales, parce qu'on a oublié autre chose, c'est que la Chine des Qing était un empire colonial expansionniste vers la Mongolie, vers le nord, vers l'est, vers le Xinjiang, vers Taïwan, Formose qui était une colonie chinoise avant d'être une colonie japonaise. Et c'est ça qui a comment dirais-je, profité aux Mandchous qui ont pris le pouvoir, en fait, du certain. Exactement. Ouais. Les Mandchous ont pris le pouvoir en 1644, et puis ils s'effondrent en 1912. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait à Tianjin? Est-ce que ça a un impact sur la chute de l'Empire chinois en 1911? Est-ce que les deux sont liés? Alors, il n'y a pas de lien direct. Simplement, après cette expérience du gouvernement international qui s'achève en 1902, Tianjin demeure un lieu d'expérimentation puisque, à la suite du gouvernement, Yuan Shikai, qui est le grand homme d'État chinois du début du XXe siècle, prend ses quartiers à Tianjin et continue à faire de cette ville un laboratoire de la modernité chinoise. Par exemple, en 1907, c'est à Tianjin que sont organisées les premières élections démocratiques en Chine. Bon. Et finalement, c'est en Chine que c'est à Tianjin, pardonnez-moi, qu'est développée la première forme de police moderne aussi en 1902 à la suite de ce gouvernement international. Donc ce rôle de laboratoire de la modernité, Tianjin le conserve, mais elle va le perdre assez rapidement avec la Seconde Guerre mondiale, l'arrivée de Mao en 1949. La ville, comme ses concessions, sont délaissées et elle redevient un pôle économique bien plus tard. Une dernière question. Pourquoi on a oublié, en fait, en tout cas en Europe et en France en particulier, cet épisode de l'histoire ? Eh bien, je pense que c'est un petit peu par honte. Il y a une espèce de honte autour de cet événement parce que ce gouvernement international qui est une première dans l'histoire contemporaine, se fonde tout de même sur un massacre des populations civiles juste à partir de cette prise de la ville le 14 juillet 1900, puisque les soldats alliés vont tuer les femmes, les enfants, les populations civiles, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, les boxeurs sont souvent de jeunes enfants, des jeunes filles, et donc des milliers de civils vont être assassinés, et puis d'autre part, très rapidement, des dissensions vont se faire jour entre les alliés, et qui vont donner ensuite des conflits en 1904 entre les Russes et les Anglais, et puis la Première Guerre mondiale. Donc au fond, au moment où on crée la SDN, on a oublié cette expérience extraordinaire de Tianjin. Merci beaucoup. Je renvoie à ce livre passionnant, donc Tianjin Cosmopolis, une autre histoire de la mondialisation au seuil. Merci Pierre Singaravellou. Merci beaucoup. Merci à vous.